Elle a d'ailleurs, elle a sorti encore un nouveau truc. Ça, c'est son avant-dernier. C'est qu'elle dit, que les gens paniquent devant elle. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Avec produit, aujourd'hui, elle est produite, elle est avec la maison Morbinam, c'est avec le label Morbinam avec qui elle travaille actuellement. Et d'ailleurs, son nouveau nom, c'est la Matador. Oui, la Matador. Majoaï, très belle chanson à l'instant. Et puis on va retrouver notre invité du jour. Notre invité du jour, c'est Francis Hérette. Francis Hérette. Moi, ça, c'est quel nom? En off, là, il va me dire... parce que quand tu entends un nom Hérette, tu te poses la question comme c'est un nom doux. C'est un nom doux, ça. Hérette. Hérette, c'est... C'est un nom camerounais, nigérian, ghanéen, russe, français, canadien. Waouh. Je l'ai hérité de mon père. Mon père l'a hérité de son père. Et son père l'a hérité aussi de son père. Waouh. Ouais. Alors, il y a une histoire derrière ce nom. Oui, allez-y. Sur l'écran. Oui, oui. Nous sommes en direct. Mais nous sommes en direct, Eric, Francis. C'est pas grave. Non, Eric, il était surpris parce qu'il était en train de donner ses origines. Il criait. Non, non, mais c'est vrai aussi qu'il y a un téléspectateur qui va se demander que mais Eric, c'est quoi donc? Oui, c'est un nom camerounais. Je suis originaire de Monfé. De Monfé? De Monfé, oui. Waouh. Et donc, lorsque mon grand-père naît, son père à lui était commerçant. Et donc, il faisait la côte ouest. Oui. Cameroun, Ghana, Nigeria. Et donc, voilà comment mon grand-père naît dans la maison du meilleur ami de son père à lui. Wow. Et mon arrière-grand-père dit à son ami, au nom de notre amitié, ah ouais, je vais donner mon nom à ton fils, ton nom à mon fils. Et voilà comment mon grand-père s'appelle donc Kofi Hérette. Waouh. Waouh. Et mon grand-père, quand il a ses enfants portent ce nom. Ses petits-fils que nous sommes portent ce nom. Donc c'est un nom qui s'écrit parfois avec 2 R, parfois un R. Mais il est devenu camerounais. Et j'ai rencontré quelques personnes, quelques rares familles avec également ce nom. Et j'ai pas été curieux de savoir comment il avait hérité. Sinon moi, je sais au moins d'où vient mon nom. Et après avoir fait des recherches sur Internet, j'ai trouvé que c'est un nom qu'on retrouve aussi en Russie, en France, au Canada. Donc, alors voilà. Là, je suis camerounais à 100%. Voilà. Au Cameroun, ils vous ont dit qu'ils ont fait comment pour avoir... Il t'explique, non? Il demande la famille au Cameroun. Sûrement lui aussi quelque part. Bon, il y a par exemple un professeur de linguistique à Boya qui porte également ce nom. Et bon, elle a enseigné à l'une de mes petites sœurs, mais je n'ai pas été curieux de me rapprocher voilà. d'elle. J'y pense. J'aimerais d'ailleurs rencontrer tous ceux qui portent ce nom au Cameroun pour connaître l'origine et puis on savoir un peu plus. Vous n'avez pas remarqué que de plus en plus on a envie de connaître ses origines, de plus en plus ce truc identitaire, ce repli identitaire de chaque Camerounais, même les Africains, beaucoup veulent savoir d'où ils viennent. D'où ils viennent, c'est important. J'ai un livre en préparation et ce livre parlera un peu des origines du peuple de la zone de Monfé et également de quelques grands noms de cette région-là. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de voyages sur la côte ouest, notamment le Ghana et le Nigeria, où j'ai beaucoup appris. Donc à la suite de ce livre, je vais sûrement partager beaucoup d'anecdotes avec les... Une belle petite ville, Monfé, que j'avais été d'ailleurs. Ah bon? Bah oui. Ah super. Monfé, on était chez le chef, on était
C'était pas Bafo, c'était pas là-bas c'est les fonds, on les appelle. C'est un nom qui termine un couloir. On est passé par Batibo. Oui. Batibo. Avant Manfait, on était d'abord à Baforchou. Après Baforchou, on est allé à Batibo. Batibo, on est allé Woudikoum. Woudikoum, on est passé par là. On était voir un chef et puis on était même au niveau de là où les gens accostent pour aller au Nigeria. Oui. Et le seul hôtel, il y avait un seul petit hôtel dans la place où nous étions. Je me souviens, mon père m'avait raconté l'origine du nom Manfait. C'est assez original quand même. Ah ouais. Des Allemands qui ont traversé par la Cross River arrivent à Manfait sur la côte, à Ebekor. Ils trouvent un villageois en train de ramasser du sable. Il piochait du sable et on lui demande, en allemand bien sûr, nous sommes où ici, comment s'appelle l'endroit, et lui il ne comprend pas. Et du coup, lui, il leur dit, lui il a l'impression qu'on lui demandait où il voulait poser le sable. Et donc il répond en langue locale, et les Allemands pensent qu'il a dit que celui s'appelait Manfait. Donc voilà, c'est de l'anecdote que je vais raconter quand mon livre sera sorti. Ah, bon, beaucoup de courage, Camille. On va revenir. Découvrez. Il a dit Mafefa. Voilà. Je dépose ceci où? Le sable qui piochait. Voilà. Vraiment entendre. Voilà. Dans le livre, voilà. Il vaut mieux ne pas donner tout le prochain livre qui paraîtra dans un. C'est pour 2023. 2020. Mais avec un dans titre. tout ça, c'est dans. Oui, parce que j'ai déjà classé les différents livres. D'accord. Et ça s'appelle. Le titre de ce livre s'appelle L'itinéraire de la fiancée maudite. L'itinéraire de la fiancée maudite. Ouais. Alors, entrons dans notre sujet de ce jour. Le sujet, découvrez des outils pour optimiser la résilience de votre organisation face à l'adversité. Alors, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes installé devant votre petit écran, je ne sais pas, ou encore comme vous êtes sur Facebook, vous regardez, vous allez écouter toutes les explications de notre coach Francis Hérette, qui d'ailleurs vous donnera certainement les astuces pour pouvoir optimiser justement la résilience de votre organisation face à l'adversité. Francis. Merci Mireille Grasse. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Welcome to this new program where I'm talking about organizational resilience. Last week we talked about resilience at the personal level, and so we went through the definition. We talked about the impact of resilience and how to fight and how to develop resilience. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau des organisations. Quand je dis organisation, je pense aux entreprises, je pense aux organismes nationaux et internationaux, je pense aux formations, bref, tout ce qui est groupe humain à gérer. Et donc, vous savez, dans la vie des entreprises, il y a beaucoup de difficultés parfois à traverser. Vous avez des crises, vous avez des conjonctions assez fortes qui peuvent parfois même entraîner la fermeture des entreprises. Or, la capacité d'une organisation, d'une entreprise à pouvoir surmonter, à pouvoir faire face à ces changements, à ces crises-là, constitue ce qu'on appelle la résilience organisationnelle, que j'ai voulu bien définir. On parle de résilience organisationnelle pour désigner la capacité d'un groupe humain à surmonter les obstacles, les échecs et à s'adapter aux changements imposés par l'environnement réglementaire ou technologique. Comme ça, on va citer quelques exemples. Les conflits managériaux ou sociaux. On entend par conflits sociaux, c'est parfois des mouvements de grève. Les pertes économiques,
Là, en ce moment, depuis la survenue de la pandémie, nous observons beaucoup de pertes sèches au niveau des entreprises. Et donc, c'est une conséquence qui peut être combattue en amont en développant la résilience. On verra comment. Les accidents commerciaux ou industriels, les violences externes au travail, la concurrence. Donc, lorsqu'une entreprise arrive à surmonter toutes ces difficultés-là et à continuer à fonctionner normalement, à ce moment, on parle de résilience. Nous avons observé au cours des 5 ou des 10, non, je crois des 5 années passées, qu'un grand nombre d'entreprises étaient en train d'adapter leurs services. Nous sommes en train de passer de plus en plus au digital. Les services, la plupart des entreprises sont en train de passer au digital parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, par la force des choses, à nous arrimer au digital. Et donc, les entreprises qui comprennent cela et qui prennent le cap afin de pouvoir s'arrimer sont des entreprises résilientes. Alors, un bon niveau de résilience au travail permet de maintenir la cohésion du groupe ou la cohésion des équipes, la cohérence des efforts. Elle apaise les tensions interpersonnelles et les réactions agressives générées par les conditions adverses en trouvant les moyens de faire face efficacement et en mobilisant au mieux les ressources individuelles et collectives. Donc, la résilience ici permet d'avoir une bonne cohésion d'équipe, de pouvoir gérer les tensions interpersonnelles. Vous savez qu'en entreprise, nous avons toujours ça ne manque pas. Nous avons toujours des situations qui peuvent générer des tensions. Et les entreprises résilientes ont donc développé la capacité à pouvoir non seulement absorber, mais de trouver un terrain qui permette à chacun de pouvoir exprimer sa particularité, de pouvoir contribuer à la performance de l'entreprise sans toutefois se faire brimer. Lorsqu'on parle de résilience au niveau de l'entreprise, très souvent, on constate que les entreprises résilientes permettent d'absorber une importante quantité de stress et de pouvoir créer un environnement ambiant assez motivant. À l'inverse, les entreprises qui font preuve de très peu de résilience génèrent beaucoup de stress et de risques sociaux chez les employés. Et cela crée, vous allez sûrement le deviner, cela crée un cercle vicieux de dégradation progressive de la qualité de vie au travail. Et ce genre d'entreprise a du mal à faire face à la concurrence et à la compétitivité du marché. Les conséquences d'une organisation peu résiliente en situation d'adversité. Les performances en général sont réduites. Vous avez une avalanche de mauvaises décisions parce que les équipes parfois ne sont pas consultées et donc il n'y a pas de concertation en amont avant la prise de décision. Conséquence, il y a une avalanche de mauvaises décisions. On constate beaucoup d'incohérences dans les actions, des erreurs dans l'exécution des tâches, parce que très souvent, il y a comme des contradictions, il y a de la dissonance au sein des équipes. Et donc, on assiste à des erreurs d'exécution, et puis une grosse apathie qui entraîne forcément la démotivation des employés. Et des cadres. Alors, à présent, avant de passer aux outils pour développer la résilience de votre organisation, j'aimerais faire un clin d'œil à nos amis anglophones. Resilience organizations are basically organizations that are able to overcome challenges.
which could be the level of leadership, which could be at the level of the environment. But the most important here is that they have mechanisms and they have strategies to overcome those hard times. Because sometimes you have change that comes as a result of competition within a market. Or you have some change that comes as a result of new ways of doing business. And so when a company has the ability to see through these changes and to put in place the right strategies by building cohesive teams, then they are able to overcome those challenges. Alors, à présent, on va parler des outils. Les outils pour développer la résilience de votre organisation. Aujourd'hui, on l'a prouvé, on a pu le vivre. Beaucoup d'entreprises ferment parce qu'elles ne sont pas résilientes. Beaucoup d'entreprises connaissent de sérieuses difficultés parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter au nouvel environnement économique. Et donc, ces outils seront assez importants pour les entreprises, pour les dirigeants qui souhaitent arrimer leurs entreprises afin qu'elles puissent faire face La concurrence. au contexte difficile, qui est, que nous vivons en ce moment, au contexte qui favorise aujourd'hui les entreprises dites agiles. Donc, on passe aux outils. Le premier outil ici que j'aimerais souligner, c'est la pratique managériale participative. C'est-à-dire que nous avons constaté, au bout de certaines recherches, que les entreprises où on pratiquait un management participatif avaient tendance à donner aux employés une place prépondérante dans l'action et conséquence, l'entreprise pouvait se reposer sur le dynamisme et sur l'agilité de son personnel. Et de telles entreprises, en général, ont une façon de gérer les conflits, une façon de respecter les exigences émotionnelles des employés, c'est-à-dire reconnaissance, soutien social, éliminer les mauvaises ambiances organisationnelles. Et donc, une pratique managériale participative permet d'apprécier le travail des équipes, permet d'accroître le niveau de confiance des équipes et donne une part importante à la formation, au coaching et à la bonne conduite du changement. En milieu de travail, la résilience individuelle qui permet de minimiser la souffrance au travail et de surmonter les épreuves professionnelles est intimement liée à la résilience du groupe. C'est-à-dire que plus les individus qui constituent une organisation sont résilients, plus l'entreprise aura tendance à être aussi résiliente. Oui. Parce que nous allons observer la reconnaissance du travail, le respect, l'écoute, la considération des collègues et de la hiérarchie, la dissémination raisonnable des informations, le dialogue social et la participation aux décisions. Il est à noter que les entreprises où les employés se sentent plus valorisés ont tendance en retour à être des entreprises plus résilientes. Parce que un employé, un cadre qui est valorisé a tendance à plus s'impliquer dans son travail et à développer des mécanismes de résilience individuelle qui lui permettent de pouvoir surmonter les difficultés, quoi qu'elles soient. Donc, la confiance en soi qui vient
du bon management, la confiance en soi qui vient de ce que on se sent respecté par ses pairs, amène l'employé à davantage s'impliquer. Donc, un management participatif, c'est quoi? C'est un modèle d'animation et de conduite des individus et des équipes qui suscite leur engagement et leur contribution à l'innovation permanente et au progrès de la résilience de l'entreprise. Depuis quelque temps, nous observons un certain nombre de mutations en entreprise. Nous avons connu certaines crises économiques. Aujourd'hui, nous connaissons une crise sanitaire sans précédent qui fait que les entreprises, les conseils d'administration, les directions générales sont obligées d'impliquer davantage les équipes à la réflexion stratégique et tactique. Parce que les équipes aujourd'hui qui sont en contact avec la réalité ont l'avantage de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir suggérer des plans d'action assez dynamiques. Un leadership favorisant la résilience. L'influence du leader sur ses collaborateurs est primordiale en situation d'adversité ou de changement, et la qualité du leadership est l'une des ressources essentielles à la résilience d'un groupe de travail. Les attitudes émotionnelles favorisant un mode de leadership, absorbeur d'anxiété, sont des ressources importantes pour développer la résilience. Il s'agit de disposer ou former les managers d'un point de vue comportemental afin de s'assurer d'une forte capacité de résilience. C'est-à-dire que les managers en temps de crise doivent développer un plus haut niveau de résilience. D'abord, en développant une bonne capacité émotionnelle, parce qu'en temps de crise, quand une entreprise traverse une crise, les gens ont tendance à s'accuser mutuellement. Oui. Le problème... Jeter le tort sur l'autre. Les problèmes qui se posent parfois ne viennent pas de l'intérieur, mais un mauvais management peut faire penser que les équipes sont incompétentes ou alors moins impliquées. Et pourtant, une bonne gestion émotionnelle de ce stress permet aux équipes de gagner en confiance. Et c'est à ce moment-là que le leadership devient fondamental. Diriger les hommes vers l'objectif en les écoutant et en leur donnant la possibilité de pouvoir s'engager et prendre des décisions. C'est capital. Et cette possibilité peut être aussi des outils, non? Pour les permettre de mieux... Oui, mettre à disposition des outils. Mais vous savez qu'en général, l'employé ou le cadre dispose déjà des outils. Oui. Mais tout dépend de sa relation avec son manager. Tout dépend du discours du leader. Si le discours est assez motivant, alors on donne le meilleur de soi. Oui. Parfois on donne un peu plus. Mais si le discours est démotivant ou accusateur, on casse le moral des troupes et après, on commence à ressentir comme un abandon, comme un laisser-aller. L'anxiété du chef, par exemple, dans les conditions d'adversité, se transmet facilement à ses collaborateurs. Vous voyez, lorsque par exemple une entreprise traverse une crise majeure, lorsque les dirigeants sont très stressés et anxieux, ils transmettent cela à leurs équipes, parfois sans s'en rendre compte. Et donc, au lieu de servir de pare-choc, ils deviennent plutôt un transmetteur d'anxiété, un transmetteur de stress, et du coup, ça bouleverse le moral des troupes. Donc, il est important de pouvoir absorber les chocs afin de garder la lucidité face à la vision. En général, un chef qui n'arrive pas à absorber l'anxiété va avoir une équipe où on retrouvera des ordres contradictoires. On vous donne un ordre à 7 heures, à midi on l'a changé,
Avant 15 heures, on revient sur la première décision et du coup, les équipes sont embrouillées. Des exigences irréalistes. En temps de crise, on comprend très bien que l'entreprise a du mal parfois à avancer. Mais rester réaliste est très important. Parce que plus on va élever le niveau d'exigence, moins les équipes pourront suivre. Passivité ou agressivité. En général, lorsqu'on est en crise, les entreprises constatent une chose, c'est que les cadres et les employés deviennent un peu plus agressifs. Pourquoi? Parce que chacun voudrait parfois faire mieux, et en voulant faire mieux, on piétine les autres. Voilà. Bien, en voulant faire mieux, on fait ombrage aux autres. Et donc, cette guerre-là, et puis on veut prouver qu'on est à la hauteur. Voilà. À la hauteur de ce qui se passe, alors que parfois, il suffit de se recentrer sur l'essentiel, de discuter et de mettre en place des petits plans d'action qui permettent d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au début. Et puis, l'attitude accusatrice consiste toujours à pointer du doigt à son collègue, à son chef, pour dire que le problème vient de lui. D'accord. Suivant. Le coaching d'équipe. Le coaching d'équipe à ne pas confondre avec le team building. Le team building n'est pas du coaching d'équipe. Le coaching d'équipe incite à réfléchir en groupe dans un processus de cohésion, notamment en situation de crise. C'est-à-dire que nous avons une situation et l'entreprise décide de faire du coaching, de faire venir un coach afin d'amener les collaborateurs à pouvoir réfléchir dans le but d'apporter des solutions à un problème bien précis. Ce qui n'a rien à voir avec le team building. Le coaching d'équipe s'adresse ainsi aux entreprises confrontées à des périodes de mutation, par exemple en cas de restructuration, en cas de fusion, en cas d'acquisition, en cas de changement de direction. Le coaching d'entreprise en transition permet de transformer ce qui est souvent vécu par l'ensemble des acteurs au sein de l'entreprise comme une période d'incertitude, voire de stress collectif, en période d'ouverture et d'opportunité centrée sur un nouveau potentiel et de nouvelles performances. Lorsque le coach d'entreprise arrive pour une mission de coaching d'équipe, lui, il n'a pas la pression que vous avez. Donc, ça fait qu'il voit les choses d'une manière assez différente de l'ensemble de l'équipe. Et maintenant, il est donc plus à même à vous amener à réfléchir. À noter que le coaching d'équipe n'est pas de la formation. Ce n'est pas du conseil. Mais c'est plutôt un ensemble de procédés qui permettent à une équipe de pouvoir prendre du recul afin de réfléchir à une situation bien spécifique. Ok. Parce que très souvent, les entreprises vont vous dire « Nous avons fait du coaching d'équipe », alors qu'il s'agit simplement d'un team building sur un jour ou bien 2 jours. Et donc, le coaching d'équipe permet également de pouvoir travailler sur le niveau de résilience d'une organisation ou bien d'une entreprise. Plus les employés peuvent prendre du recul par rapport à leur situation quotidienne, plus ils seront à même de développer des mécanismes importants qui les aideront à développer des comportements, des attitudes et à prendre des bonnes décisions. Est-ce que le coaching d'équipe peut amener, par exemple, un groupe, je ne sais pas, dans une entreprise à gréver, par exemple? Parce que, je ne sais pas si je pose mal ma question, mais c'est-à-dire que les entreprises, peut-être, suite de beaucoup de, je ne sais pas, de choses ou d'aérer, ils décident de gréver. Est-ce que le coaching d'équipe peut être important à ce niveau-là? Alors, le coaching d'équipe n'a pas vocation à adresser des employés contre leur hiérarchie, loin de là. Le coaching d'équipe permet de trouver des solutions.
permettent de développer des comportements fédérateurs, permettent de développer une vision pour l'équipe afin de pouvoir avancer. Ok. Je vais retourner la question en vous expliquant quelque chose. Si par exemple vous constatez que vous avez un climat malsain au sein d'une équipe dans votre entreprise et que vous êtes convaincu qu'ils sont sûrement manipulés, soit par leur hiérarchie directe, ou soit par certaines personnes au sein de l'équipe. À ce moment, vous pouvez demander à un coach d'entreprise de venir. Il va travailler avec cette équipe-là afin déjà de les aider à redéfinir leur mission, à redéfinir les comportements qui favoriseront l'atteinte des objectifs fixés dans la mission. Alors, le coaching d'équipe à ce moment-là permettra aux uns aux autres de prendre conscience de ce qui a lieu de faire. Donc, le coaching a vocation à faire avancer les équipes et non à les faire régresser. La formation aux techniques de coping. Aujourd'hui, il est devenu pratiquement indispensable. C'est quoi le coping? Incontournable. Alors, ce sont des techniques qui permettent de faire face au changement, de faire face à certaines situations que nous n'avons pas désirées, mais qui s'imposent à nous. Et donc, il existe des formations que les entreprises peuvent demander, des formations pour aider les entreprises à mieux faire face au changement, à mieux faire face à des crises qui permettent ensuite de pouvoir développer un bon niveau de résilience. Donc, je prends un exemple. Vous avez un service client qui s'occupe de vos clients qui ont besoin d'informations sur l'ensemble de vos services. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que ceux qui appellent se plaignent de plus en plus de ce que votre personnel du call center est arrogant et agressif, n'est pas assez accueillant. Et donc ça vous pose un problème. À ce moment, vous interrogez vos opérateurs et vous vous rendez compte qu'ils sont de plus en plus stressés parce que le niveau d'exigence au niveau de leur service a augmenté, ou alors leur hiérarchie directe a dû licencier des personnes et donc il y a moins d'opérateurs et donc il y a plus de travail et cela entraîne par exemple du stress supplémentaire, cela entraîne des conflits interpersonnels et ce qui a pour conséquence de se répercuter dans leur relation avec les clients. Et donc, l'une des façons de gérer ce problème serait par exemple de les faire former à une technique de coping qui consiste pour l'opérateur déjà à faire la différence entre les questions parfois embarrassantes qui lui sont posées par les clients et ces problèmes qu'il doit gérer. Vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui vous pose des questions assez complexes, mais ces questions en temps normal ne devraient pas vous énerver, parce que la personne veut juste savoir comment se passe le service. Mais puisque vous êtes en situation de stress, alors ces questions-là vont plutôt vous énerver. Et vous n'aurez pas le recul pour pouvoir vous maîtriser et vous allez réagir de façon violente face au client. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de montrer, on essaye de former l'opérateur à pouvoir déjà maîtriser ses émotions, quoi qu'il arrive, et puis ensuite maintenant de pouvoir faire la différence entre des questions belliqueuses des clients et des questions de curiosité. Vous voyez que lorsqu'un opérateur a reçu une telle formation,
À ce moment, il se rend compte qu'il a l'obligation de faire son travail en faisant abstraction de certaines choses. Et maintenant, lorsque vous vous rendez compte que l'opérateur n'arrive pas à assimiler une technique de coping, qu'est-ce que vous faites? Vous allez simplement demander de prendre quelques jours, de faire le point, et puis de revenir. Et c'est quelque chose qui prend pour faire le point là. Est-ce que c'est des jours qui seront toujours payants par l'entreprise ou alors c'est des jours payants? Voilà. Est-ce que les entreprises auront donc ce toupet d'accepter quelqu'un partir faire 2 jours à la maison et puis continuer à le payer alors qu'il ne travaille pas? Écoutez, quelqu'un peut avoir un problème de stress qui vient d'un problème de maladie, qui vient d'une situation personnelle assez difficile à pouvoir régler. Maintenant, si vous ne pouvez pas donner à votre employé 2 jours pour aller faire le point, ça devient compliqué à gérer. Voilà. Donc, il est important, et c'est pourquoi les formations aux techniques de coping parfois permettent de découvrir d'autres problématiques qui se cachent derrière la performance d'un employé. Vous allez avoir un employé qui vous donne de bons résultats. Il vous donne tellement de bons résultats, mais après vous vous rendez compte qu'il n'a presque pas de vie privée. De vie privée. Il arrive le premier au bureau, il est le dernier à rentrer tous les jours. Et quand vous arrivez le week-end, vous vous rendez compte qu'il est là, il travaille le week-end. Et lorsque vous vous intéressez un peu à lui, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'a pas une vie familiale, il n'a pas une vie privée, et donc il privilégie son travail plus que tout. Maintenant, c'est bien pour l'entreprise d'avoir de tels employés, mais sur le long terme, ça peut devenir un danger. À ce moment-là, vous, son chef ou bien le leader, vous pouvez l'amener à repenser un peu son organisation et demander lui de pouvoir créer du temps pour avoir une vie privée. En quoi est-ce que ça peut être un danger pour le patron d'entreprise? Ou alors pour l'entreprise? Parce qu'un employé qui n'a plus de vie privée, qui consacre tout à son travail, à un moment donné, peut faire un burn-out. Oui. Un burn-out. C'est-à-dire une fatigue. Voilà. Oh. Parce qu'il aura tout donné. Et vous savez que la performance au travail est aussi motivée par une vie privée équilibrée. Donc, plus vous avez une vie privée équilibrée, plus il est facile pour vous de vous ressourcer. Oui. De vous ressourcer afin de revenir un peu plus requinqué au travail. Mais lorsque vous n'avez plus de vie privée et que toute votre vie n'est que boulot, vous arrivez à 7 heures pour rentrer à 22 heures. Les samedis, les dimanches, on vous voit traîner dans les bureaux. À un moment donné, vous pouvez faire un burn-out. C'est un peu ça. Wow. Donc c'est important d'encourager les employés à avoir une vie équilibrée, donner le temps nécessaire au travail, mais se donner aussi le temps nécessaire pour rester avec la famille et pouvoir se régénérer. Tout ça est très important. Alors, voilà. Donc maintenant, quand des entreprises, comment donc, pour ces entreprises qui se retrouvent au bord de la faillite, Oui. vu la pandémie, et on se retrouve souvent à une sorte de réduction du personnel, et parfois on s'apiétine, quelles sont les attitudes à adopter du personnel, c'est-à-dire de l'employeur avec les employés pour éviter justement cette crise qui peut avoir, parce que ça rend les employés parfois un peu tendus, Oui, agressifs, etc. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... quelle est la méthode à adopter, à suivre pour amener les employés à ne pas être agressifs? D'accord. Alors, la première chose, c'est de redéfinir le cadre du travail. Par exemple, aujourd'hui, nous, on parle beaucoup de télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qu'on peut très bien accomplir en étant chez soi, devant son ordinateur, en utilisant son téléphone. Et en fonction des talents des uns et des autres, on peut les amener à changer de fonction. Il y a des gens qu'on avait besoin, par exemple, en front office, qui avec
la crise aujourd'hui sont obligés de travailler de la maison et qui ne sont plus en front office. Et qui doivent travailler maintenant en back office. Et si leurs compétences leur permettent de travailler en back office, il vaut mieux encourager. Deuxièmement, en période de crise comme celle-ci, les entreprises doivent apprendre à se redéfinir ou bien à se redéployer. Parce que le modèle qu'on avait avant la crise marchait parce qu'il était adapté à un environnement bien précis. Du moment où on parle de crise, aujourd'hui on parle de crise sanitaire, donc ce n'est plus la même chose. Les contacts sont de plus en plus découragés, on parle de distanciation sociale, et donc il est important pour l'entreprise de se recréer, de redéfinir son plan de travail afin de pouvoir s'adapter. Et là, on doit faire appel à l'agilité du personnel parce que très souvent, le top management qui voudrait décider de tout, parfois n'a pas toutes les clés. Et là, il faut associer la base afin de réfléchir ensemble et de voir comment redéfinir, comment renaître en temps de crise. Parce que les plans sociaux, c'est bien, mais les plans sociaux ne sont pas tout. Les plans sociaux ne sont pas une panacée. Parce que les plans sociaux vont permettre de réduire les effectifs, mais après avoir réduit les effectifs, il faudra continuer de fonctionner. Et il peut arriver qu'on exploite de nouveaux axes. On peut redéfinir de nouveaux services qui vont s'adapter au nouveau contexte. Et donc tout ça passe par l'agilité de l'entreprise. Il faut donc écouter, il faut donc céder une partie de son pouvoir afin de donner aux équipes la possibilité de mieux s'impliquer, de réfléchir et d'innover. Et voilà un mot-clé, l'innovation. En temps de crise, il faut beaucoup innover parce que l'environnement est devenu assez complexe et dont les acquis d'hier ne sont plus aujourd'hui. Il faut sortir, il faut rapidement étudier le marché, il faut rapidement prendre des décisions qui vont permettre aux équipes de se redéployer. On a parfois vu des entreprises qui, en temps normal, sombraient, mais à la suite d'une crise, sont révélées être de grosses entreprises parce qu'elles ont su surfer sur la crise en innovant et en faisant preuve d'agilité. Faisant preuve vraiment d'agilité parce que parce que ce n'est pas du tout parce que entre les paroles qui sortent souvent, Oui. c'est pas souvent évident. Oui. Parfois l'employeur n'a pas souvent des mots exacts parce que tous sont à fleur de peau. Du coup, c'est tendu et du coup, ça devient très difficile même parfois de faire passer le message sur la crise que traverse l'entreprise. Certainement, certainement. C'est pourquoi il faut avoir un style managérial participatif. Ça, c'est très important. Un style managérial participatif. Un leadership qui donne la place aux équipes. Parce que lorsqu'on est en période de crise, il faut revoir ces modèles managériaux. On ne peut pas traverser une crise avec les mêmes modèles managériaux qu'avant la crise. Et les employés qui parfois supportent ou bien qui parfois vont faire les frais de ce stress accru doivent être impliqués en amont comme en aval. C'est un peu ça les clés qu'il faut déployer pour pouvoir rendre une entreprise beaucoup plus résiliente. Et aujourd'hui, nous sommes plus que jamais appelés à devenir plus résilients que jamais. Et tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup Intéressé. Vous avez dit que des entreprises vraiment parfois envoient leurs employés dans des formations pour pouvoir se recycler ou alors se... Mais aujourd'hui, on constate dans nos pays en Afrique que rares sont ces entreprises-là qui envoient
les employés en recyclage ou en formation. C'est-à-dire, lui, il vient avec son niveau, il est là jusqu'à ce que... Est-ce que c'est louable ça? Est-ce que ça... Qu'est-ce qui fait à ce que les entreprises se comportent comme ça? Bon, l'entreprise est une organisation et les employés qui arrivent sont des ressources. Et pour qu'une ressource soit opérationnelle, il faut qu'elle ait des compétences. Et ces compétences qu'elle a doivent être améliorées. Voilà. D'où l'importance de la formation. Lorsqu'une ressource est formée, on la recycle, on la motive et on lui donne la possibilité de pouvoir exprimer son talent, pouvoir exprimer ses compétences. Maintenant, je ne sais pas si les entreprises ne forment pas, mais je sais une chose, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui font des formations, qui ont des plans de formation. Et c'est l'un des rôles des ressources humaines, c'est de mettre à jour le personnel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des entreprises, très souvent des PME, qui ont des difficultés à former leur personnel, parce que la formation aussi veut dire un budget. Mais il y a un autre type de formation que j'ai souvent conseillé aux PME. C'est quoi? C'est que quand vous regardez une entreprise est faite de personnes, d'individus, et ces individus-là, très souvent, sont amenés à partager leurs expériences. Maintenant, on peut organiser un partage d'expériences qui va permettre aux différentes personnes dans la même équipe de pouvoir entretenir les autres, ce qu'elles ont appris au cours des 6 derniers mois, au cours des 9 derniers mois, parce que nous avons des lectures différentes. Et quand on le fait, on se rend compte que au sein de la même équipe, il y a des pôles de connaissances, des pôles de savoir qu'on peut utiliser afin de faire gagner en compétences tout le monde. Chacun. C'est pourquoi, par exemple, lors de certaines réunions de fin d'année, où les entreprises m'invitent à venir faire des formations, ou bien à venir à motiver le personnel, en général, je choisis 2 ou 3 personnes avec qui je travaille pendant quelques jours. Et mon travail, simplement, c'est de faire ressortir ce que ces personnes-là ont pu apprendre au cours des 6 derniers mois, et afin d'aller partager cela avec le reste du groupe. Wow. Donc, on n'est pas toujours obligé d'envoyer des gens en formation. On peut également organiser un système de partage d'expérience. Ça se fait mieux avec la coordination d'un coach d'entreprise ou bien d'un consultant. À ce moment-là, on peut choisir le genre d'expérience à mettre en avant afin de permettre à tout le monde de pouvoir apprendre et de pouvoir grandir. Oui, ça se fait par l'aide du coach, sous la supervision, pas sous la supervision, avec l'accord du commercial. Non, du directeur général. Bref, de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le directeur c'est lui le patron de l'entreprise. C'est lui qui autorise toutes les entrées et les personnes et les individus qui viennent de l'extérieur. C'est via son autorisation. Et il a donné des pouvoirs à certains. Si la hiérarchie ne le fait pas, même ceux qui sont en dessous de la hiérarchie, est-ce que les employés entre eux peuvent s'associer pour faire... Je prends un exemple. À une société de la place, le département commercial a fait appel à moi. Alors, le directeur commercial sur le pays ne sait qu'il n'avait pas un budget pour former son personnel. Voilà. Et qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai demandé, j'aimerais rencontrer vos commerciaux afin de pouvoir discuter avec eux les meilleurs commerciaux. J'ai rencontré les meilleurs commerciaux, ils étaient au nombre de 5, sur une équipe de 30 commerciaux, ils étaient 5. Et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient d'eux les meilleurs commerciaux de la boîte. Chacun m'a expliqué ce qu'il faisait pendant son travail, pendant les appels, pendant les réunions avec les clients. Et j'ai trouvé que c'était des gens qui étaient
très avancé en termes de compétences. Alors, j'ai donc créé une base de données qui a permis à chaque commercial de pouvoir décrire son processus de vente. Et là, j'ai fait un corpus, comme on dit en PNL, et puis je leur ai dit, d'accord, nous aurons une retraite de 2 jours, et pendant cette retraite-là, chacun de vous va expliquer son processus de vente, comment il va vers les clients, ce qu'il fait avec les clients, et comment il réussit à décrocher des grands marchés. Bon, bien sûr, je leur ai donné un canevas à suivre. Ce canevas permettait à tous ceux qui devaient écouter de pouvoir apprendre, se former et se motiver. Et donc, au bout de la retraite, qui a duré 2 jours, sans grand budget, ils ont été formés. Et les équipes, après, m'ont révélé qu'ils n'avaient jamais su qu'entre eux, ils pouvaient apprendre des choses aussi importantes. Waouh. Et donc, voilà comment on peut transformer un échange d'expérience. Et là, c'est vous qui étiez modérateur. Je suis le modérateur. Et faire de cela une formation assez intéressante. Ok. Merci Francis. Nous arrivons déjà au terme. Nous sommes arrivés au terme, 11h55. Ce sera la pub. On se retrouve la semaine prochaine encore. Oui. On va continuer dans la même lancée. Même lancée. Ouais. Merci Francis. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Le replay, c'est sur YouTube tout à l'heure. Dans quelques heures, là, vous aurez le replay sur YouTube. Merci. Retrouvons-nous demain quand il sera encore 10h. Ce sera avec la prophétesse Geneviève Ekani. Ciao.